Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. On parle auto, ça y est, c'est parti, midi et 2 minutes jusqu'à 13h30 en votre compagnie. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Alors il vous est arrivé des malheurs? On m'a volé mon téléphone portable, oui. ils sont méchants. Mais c'est là qu'on se rend compte à quel point on est dépendant de cet outil quand même. C'est dingue, parce que pendant 2 jours, je n'existais plus. Non. C'est vrai que je vous ai pas appelé. Mais du coup, je pouvais pas vous appeler parce que moi si je non vous ai plus, appelé. parce que je connais pas votre numéro par cœur. D'ailleurs, je vais le donner aux gens qui nous écoutent, comme ça ils pourront vous appeler s'ils ont besoin. Ça va aller. Allez au programme de On parle auto. On va tout de suite dévoiler quelque chose d'assez incroyable. On va voir à travers les voitures. Exactement. Regardez, il sonne votre téléphone. Vous l'entendez pas? Non, mais en plus, il est sourd maintenant, l'ami Jean-Luc. Voilà, pourtant, j'ai coupé la sonnerie. À travers. Oui, mais c'est votre nouveau téléphone. Du coup, vous avez encore du mal à le maîtriser. On va voir à travers une voiture. Oui. Ou une remorque ou à travers un camion. Ah ben on va garder le secret. Ah d'accord, ok. Nous allons parler aussi des awards de l'auto. Exactement, puisque vous savez que Sud Radio est partenaire des Awards, donc on fera un petit point sur ce qu'il y aura de nouveau dans les Awards. Voilà, je m'assois sur mon téléphone. Je suis morte de rire parce que son téléphone n'arrête pas. Pourtant j'ai coupé la sonnerie, hein, voilà. Nous allons parler aussi, et ça vous savez que c'est un de mes rendez-vous préférés, de Classic Cars, de voitures de collection. Et on ira à Pau. Oui, on ira à Pau pour le classique Grand Prix et vont avoir du Pau, c'est le cas de le dire ce week-end parce qu'il va faire très beau. Exactement. Et puis vous le savez aussi, On parle auto, c'est surtout et avant tout votre rendez-vous. Vous qui êtes avec nous régulièrement sur Sud Radio, vous nous rejoignez pour poser toutes vos questions pratiques auto, hommes ou femmes, à l'ami Jean-Luc au 0826 300 300. Vous nous retrouvez également, et vous êtes déjà nombreux avec nous, sur la page Facebook de Sud Radio. Et cette émission sera à suivre et à revoir et à réentendre en podcast sur le site, mais aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Voir à travers un véhicule sera bientôt possible. On va accueillir Michel Forissier, qui est directeur de l'ingénierie de Valeo. Bonjour Monsieur Forissier. Bonjour. Bonjour. Alors ça s'appelle XtraView. Alors XtraView, il y a un X devant, mais que tous ceux qui nous écoutent, qui sont un peu limites, parce que on m'a posé la question cette semaine quand j'en parlais, on ne verra pas à travers les vêtements et ça ne va pas faire disparaître les voitures. Ça, je suis sûr, c'est une question de François là. Non, pour une fois, il est innocent, mais je ne dénoncerai pas ceux qui m'ont posé la question. Alors ça ressemble à de la science-fiction dit comme ça, mais Michel Forissier va nous expliquer comment ça marche, puisque c'est basé sur des caméras. Valeo, on le sait peut-être pas, mais Valeo est un grand fabricant de caméras pour les voitures. Tout à fait. Michel, expliquez-nous, Monsieur Forissier. Alors oui, on va utiliser en fait des caméras et on va faire de ce qu'on appelle de la fusion vidéo de différentes caméras pour recréer une image combinée qui va vous donner la vision à travers le véhicule. Alors pour vous expliquer d'où ça vient d'un travail qu'on mène depuis maintenant plus de 20 ans dans le domaine des caméras automobiles. On a commencé avec les caméras arrière, vous savez, quand vous engagez la marche arrière, maintenant il y a une caméra pour se garer, pour se garer. Et ces caméras-là, on les a rendues intelligentes en leur donnant aussi, à travers un peu d'intelligence artificielle, la capacité de détecter des objets, de voir les lignes et de recréer les lignes de guidage. Vous connaissez ça dans les voitures. Donc ça, c'était la première étape. Et une fois qu'on a fait ça, on a eu l'idée de mettre plusieurs caméras sur une voiture, donc pour faire ce qu'on appelle la vue d'oiseau. La vue d'oiseau, vous avez 4 caméras, une devant, une derrière et une sur chaque côté de la voiture dans les rétroviseurs. Et ces 4 caméras regardent autour. Et en fait, on recombine les images de ces 4 caméras pour faire un panoramique à 360 degrés vu d'en haut. En fait, normalement, vous faites ça quand vous faites des photos, vous faites du collage photo, vous essayez de faire un truc, mais ça ne matche jamais très bien, ça colle jamais très bien. Donc là, on utilise des logiciels, des algorithmes d'intelligence artificielle pour reformer les images et les permettre de se superposer correctement et d'avoir une vision 360 degrés complète. Oui, on a l'impression qu'il y a un drone qui survole la voiture et qui regarde où vous allez. Mais de là à voir à travers une voiture, c'est là où vous m'avez... J'y arrive. Donc, vous comprenez qu'en fait, c'est cette technologie qui consiste à fusionner les images entre elles, qui est fondamentale parce qu'elle permet à travers plusieurs caméras de recréer une image comme si elle était réelle d'un environnement qui en fait n'existe pas. Le drone au-dessus de la voiture, il n'existe pas, mais vous voyez l'image. Et vous avez des voitures aujourd'hui qui ont des parkings
beaucoup de voitures, vous avez des solutions de parking, vous avez cette vue d'oiseau qui se présente. On va aller un peu plus loin, j'y viendrai un peu après. Et du coup, sur la même technologie, on a eu l'idée de se dire, mais quand vous regardez à l'arrière et que vous avez une remorque, vous ne voyez pas à travers la remorque. Et donc, on a inventé un système qui utilise une 5e caméra qui est mise à l'arrière de la remorque. Et cette caméra va prendre la vue qui est derrière la remorque. Et on va fusionner ce flux vidéo avec le flux vidéo des autres caméras qu'on a dans la voiture. On va recréer une vue panoramique arrière où on ne voit plus la remorque. C'est-à-dire que quand vous regardez dans votre écran, parce que là pour le coup ça s'affiche dans l'écran central, GPS, par exemple, quand vous regardez la vue arrière du véhicule, la remorque a disparu. Un peu comme si des ROM vous l'avez emprunté. Voilà. Donc c'est totalement transparent. Donc vous voyez, donc on a recombiné et c'est totalement du travail logiciel sur le flux d'images pour vous permettre d'avoir cette vue arrière complète. Et ça marche très très bien au point que ça a été présenté à Las Vegas en 2019, ça a été adopté par General Motors immédiatement et on est en production aujourd'hui sur les... Mais quel est l'intérêt, excusez-moi, Michel Forissier, quel est l'intérêt ? Si vous regardez un peu les États-Unis, puisque là c'est le premier marché sur lequel on est allé, vous avez un gros pick-up qui traîne une caravane qui est 3 fois plus grosse que lui. Donc c'est une espèce de monstre. Vous savez, les Américains, ils aiment bien les grosses caravanes. Et en fait, quand vous conduisez ça, il n'y a rien du tout derrière. Et donc là, l'idée, c'est de permettre aux personnes de pouvoir manœuvrer en toute sécurité, en marche avant, mais aussi en marche arrière, avec cette vision complètement libérée. Wow. Alors, vous allez même plus loin, parce que là, c'est la remorque qui suit le véhicule. Mais en admettant, je suis un camion qui, lui, est équipé de caméras aussi. Et les flux vidéo sont échangés entre les véhicules grâce... Alors, on va y arriver grâce à la 5G bientôt en téléphonie, peut-être même la 6G qui sera encore plus rapide. Je vois, pour le coup, je peux voir ce que le camion voit devant lui, et si j'ai besoin de le doubler, je verrai si un véhicule arrive en face. Oh là, pardon. Ah ouais, c'est dingue. Exactement, et ça, on l'a fait le démonstrateur, on l'a testé, ça marche très très bien. Bon, effectivement, alors le problème qu'il y a, c'est qu'il faut une caméra sur le camion en face, il faut que vous ayez accès au flux vidéo de la caméra du camion, donc il faut que vous ayez l'autorisation d'avoir accès à ce flux vidéo, et donc il y a encore des petits problèmes, on va dire, d'organisation, de business model et de réglementation, mais fondamentalement, techniquement, on sait le faire. Mais Michel Forissier, vous qui êtes directeur de l'ingénierie de Valeo, on est quand même également sur les mêmes principes qui touchent les voitures autonomes. Exactement, puisqu'en fait, toutes ces technologies-là sont totalement combinées aujourd'hui avec d'autres technologies qu'on développe sur la voiture autonome. Avec les caméras, on arrive à obtenir maintenant des solutions d'assistance à la conduite qui sont très poussées, de ce qu'on appelle le niveau 2+, le maintien dans la ligne, les alertes autour de la voiture, les freinages d'urgence, etc. Et donc vous savez que Valeo est un leader mondial dans la voiture autonome, puisqu'on est les seuls au monde à faire des voitures du niveau 3 aujourd'hui, enfin à permettre aux constructeurs de faire des voitures du niveau 3. Donc ce sont nos équipes qui ont développé tous ces savoir-faire depuis des années et des années, qui sont des savoir-faire à la fois sur les capteurs, donc les caméras ou d'autres capteurs, on pourra en parler, qui sont extrêmement sophistiqués, et des logiciels extrêmement pointus avec beaucoup d'intelligence artificielle. Mais les caméras, Michel, elles sont suffisamment précises pour rendre une image où on aura tous les détails. On peut voir un petit animal, par exemple. Est-ce qu'une caméra, par exemple, une caméra automobile, elle est différente d'une caméra qu'on a sur les téléphones modernes ? Alors, on a des caméras très miniaturisées qui sont, on va dire, sensiblement similaires à ce que vous trouvez dans un téléphone, mais qui ont des résolutions qui vont devenir de plus en plus fortes. Aujourd'hui, on est à entre 2,5 et 3 mégapixels, et on va passer probablement jusqu'à 12-15 mégapixels. Mais par contre, par rapport à un téléphone, nous, on a des caméras qui fonctionnent dans toutes les conditions d'environnement, c'est-à-dire par moins 40, par plus 50, avec de l'eau, de la neige. Si vous mettez votre téléphone dans le congélateur, je pense que vous n'arriverez plus à faire marcher le truc. Donc nos caméras sont plus robustes que les caméras qu'on a dans les téléphones. D'accord. Ça fonctionne la nuit également ? La nuit, ça fonctionne avec ce qu'on voit la nuit. Alors après, on a d'autres systèmes pour la nuit. Non, mais c'est très étonnant, les caméras des téléphones aujourd'hui, même avec extrêmement peu de lumière, on arrive à faire des photos incroyables. Est-ce que les caméras qu'il y a sur les autos sont capables d'avoir des systèmes comme ça, j'allais dire, presque d'amplification de la lumière ? Alors, on a des caméras très performantes, mais si vous me permettez, un autre jour, on vous parlera aussi de ce qu'on fait sur l'éclairage extérieur, où là aussi, on a des éclairages très intelligents. Monsieur Forissier, directeur de l'ingénierie de Valeo, ça arrive quand dans nos voitures ? Là, le système de la caméra pour le trailer arrière, là, pour la remorque, ça existe déjà, puisque c'est en série chez GM aux États-Unis.
Donc c'est dans la rue. Et en France, le camion, et en France, pas encore, mais ça pourrait. Mais il y a des prévisions ou pas du tout de mise en ligne, pardon, d'installation en première monte sur les voitures ou pas? Pas encore aujourd'hui. En fait, c'est pas sur la voiture. On combine une installation qui est sur la voiture avec une installation qui est sur la remorque. D'accord. Il faudra à terme, là, pour ce qu'on a évoqué, voir à travers le camion, voir à travers les murs, pourquoi pas, que toutes les voitures soient équipées. Vous, à titre de comparaison par rapport, on parlait des téléphones, mais vous avez fabriqué combien de caméras pour l'automobile jusqu'à présent, Valeo? Là, on a passé le cap des 100 millions de caméras le mois dernier. Là. Wow. Donc, on est le premier producteur au monde de caméras pour voitures. Donc, toutes les voitures vont bientôt être équipées. C'est même pas une question. On va fabriquer 100 millions de plus dans les 5 ans qui viennent. Vous voyez, donc c'est vraiment une très très forte croissance et on est très très fiers d'être leader du marché. Alors en plus de ça, vous avez raison, et on a Stéphane, le troisième co-animateur de Sud Radio sur Facebook Sud Radio, qu'on embrasse fort, qui nous dit Valeo, grosse fierté française, entre autres sur l'innovation. Vous avez une sacrée belle réputation et c'est mérité. Merci, surtout merci pour nos équipes qui sont très motivées. Et puis surtout, Michel, à bientôt, parce que quand on a préparé cette émission, on a évoqué plein d'autres sujets très intéressants. Avec eux, on peut faire une année complète. D'ailleurs, on va vous en parler. On va vous donner une carte de fidélité et la prochaine fois, j'espère que vous n'aurez plus votre sciatique et que vous serez avec nous en studio. Et que vous allez passer quand même un chouette week-end. Merci beaucoup, Michel Forissier, directeur de l'ingénierie de Valeo, qui était avec nous, qui a été très clair. Ça fait rêver quand même. Ça y est, il fait le troisième millénaire. C'est de la science-fiction, mais ça va vite, ça va vite. Et Valeo, comme le dit très bien Stéphane, c'est tout simplement une belle maison française. Il y a Alphonse Lemaitre qui disait le flux vidéo passe par la prise attelage. Sans doute, oui. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Allez, à suivre. Ou alors ou en Bluetooth ou en Wi-Fi. Oui, il y aura. C'est du Wi-Fi. Oui, du Wi-Fi, exactement. À suivre votre question. Je crois que nous avons Gérald au standard de Sud Radio qui a une question à vous poser, l'ami Jean-Luc. Et puis ensuite, on parlera aussi des Awards de l'automobile. À tout de suite sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous le savez, ce rendez-vous, évidemment, sur Sud Radio est le vôtre avec toutes vos questions. Vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Nous avons Chloé qui vous accueille au standard et Bastien qui réalise cette émission, qui aura le plaisir de vous mettre à l'antenne, comme on dit. Tiens, c'est le moment de l'auditeur. Cher à notre cœur, c'est la question auditeur de On parle auto. Salut Gérald. Bonjour Gérald. J'aime bien ce prénom, moi. Bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. Oh, jolie voix. Merci. Vous nous appelez d'où, Gérald? J'appelle de Toulouse. Et il fait beau à Toulouse? Oui, mais il fait un temps d'été, il doit faire une centaine de degrés. C'est pour ça que je vous pose la question. Bon, nous, ça va aujourd'hui, mais hier, vous auriez vu la flotte qu'on a pris sur le museau, c'était un truc. Oui, mais ça fait du bien à la terre. Ça fait du bien, c'est un peu rafraîchissant. On vous écoute, Gérald, parce qu'on va pas parler météo tout de suite. Eh bien, comme mon véhicule est équipé d'un boîtier éthanol, je m'intéresse à la vidange à l'huile blanche ou à l'huile noire. D'accord. Pour ma prochaine vidange. Et en fait, ma question est en deux parties. J'ai vu que pour intégrer ce type d'huile, il fallait nettoyer le circuit d'huile avec un produit de type flush, c'est-à-dire faire tourner un peu le moteur avec ce produit, puis après faire la vidange, et après intégrer l'huile. Et en fait, la deuxième partie de ma question, c'est, je remarque que les garagistes, ils ne veulent pas sortir des préconisations constructeurs et ils connaissent même pas ces produits. Non, donc, ils connaissent pas. Ouais. Alors comment faire? Déjà, est-ce qu'il faut nettoyer son circuit d'huile juste avant de faire la vidange? Alors attention, il y a deux types de produits. Il y a des produits en fait qui sont des dispersants qui sont déjà présents en petite quantité dans les huiles modernes, et il y a d'autres produits qui sont des solvants très liquides. Alors là, il faut faire super gaffe avec ça. Alors on le voit, les bidons, quand on les secoue, ça fait floc-floc et ça sent un peu, ça sent le solvant en fait. Si vous mettez ça dans votre moteur, vous allez casser la viscosité de l'huile pendant la vidange, et s'il reste des traces de ce solvant après, quand vous remettez de l'huile neuve, vous risquez des problèmes. Donc il faut faire très attention à ces produits-là. Donc il faut utiliser des dispersants détergents qui existent déjà dans l'huile, mais qui vont être en quantité plus importante. Alors vous allez me dire, s'il y en a déjà dans l'huile, pourquoi est-ce qu'il faut en rajouter avant de faire la vidange? Parce que, un peu à la manière d'une éponge, les huiles, les dispersants et puis les détergents vont saturer avec le temps.
donc ils feront moins bien leur travail. Donc quand votre huile va être usée, alors d'autant plus si vous roulez à l'éthanol, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, le risque de rouler à l'éthanol, c'est que on va toujours avoir lors des démarrages un petit peu de carburant qui va pas être brûlé puisqu'on va être en excès de carburant pour arriver à démarrer, qui va redescendre dans l'huile, qui va se mélanger à l'huile, de l'éthanol, donc de l'alcool qui se mélange à l'huile, c'est pas bon du tout. Donc les huiles modernes vont faire leur job, mais elles sont limitées par, je vous simplifie, par cette capacité d'absorption. Donc avant de faire la vidange, l'idéal, c'est effectivement de bien rincer partout pour qu'il n'y ait plus ces traces. Alors, c'est aussi des dépôts carbonés qu'on trouve dans le bas moteur. Donc, ça vous permet de bien nettoyer tout ça. Et quand vous remettez une huile neuve dedans, elle arrive dans un contenant propre. Okay. D'ailleurs, on le voit sur les diesels, qui sont encore plus sujets à l'encrassement que les moteurs essence. Souvent, vous faites une vidange, vous vidangez l'huile ancienne, vous mettez de l'huile neuve dedans. Si vous n'avez pas fait un rinçage, vous faites 50 km, vous regardez la couleur de l'huile, elle est de nouveau noire. Ouais. Parce que justement, les détergents dispersants de l'huile neuve, qui sont super efficaces, vont vous nettoyer le moteur et vont décoller toutes les saloperies qu'il y avait à l'intérieur. Donc, il vaut mieux les décoller avant de mettre l'huile neuve. Donc, est-ce qu'il faut faire ça ? Oui, d'autant plus quand on va changer de qualité de lubrifiant. Et dans votre cas, prendre une huile, que ce soit une huile blanche ou une huile noire, avec donc des additifs physico-chimiques et non pas des additifs que chimiques, ça vous permettra de garder au moment du démarrage, c'est le moment vraiment clé, de garder un anti-friction qui va rester efficace malgré l'éventuelle présence d'alcool dans l'huile. Ok. C'est un peu technique, mais en gros... Vous me le recopierez 20 fois. Là. Non, en gros, est-ce qu'il faut, mettre le produit avant pour faire un rinçage ? Oui. Ça vous permettra en plus de le déglaçage des cylindres, de nettoyer les gorges des segments avec vous. Racleurs, de libérer les poussoirs hydrauliques. Voilà, vous aurez fait tout ça. Donc, vous aurez un environnement propre. Vous mettez une huile qui est adaptée à l'usage de l'éthanol et là, vous êtes tranquille. Eh ben voilà, Gérald, je crois que vous avez votre... Pour les garagistes, je disais qu'ils ne... vous amenez votre huile et puis vous essayez de les convaincre de mettre cette huile-là dedans parce que le fait est qu'ils ne veulent pas le faire. D'ailleurs... Gérald, ils ne veulent pas le faire. Votre question en amène une autre de l'un de nos auditeurs qui nous écoute sur Sud Radio et qui nous dit, je vais vous retrouver la question sur la page de Sud Radio, on répondra à cette question à 13h exactement. Pourquoi les concessionnaires automobiles ne veulent pas reprendre les voitures équipées éthanol ? Voilà. Ça, ils ne veulent pas, non. Ils ne veulent pas. Et pourquoi ? Ça, ils veulent pas. Ils veulent pas. En tout cas, merci beaucoup Gérald, parce que vous avez, je pense, amené non pas de l'eau au moulin, mais de l'huile au moulin. au moulin. Merci à vous, on vous souhaite un super week-end. Et on embrasse tous les Toulousains et tous ceux qui habitent à côté. À suivre, évidemment, vous avez toujours la parole, 0826 300 300, vous nous rejoignez sur Sud Radio. On va parler des awards de l'automobile. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler surtout du concept Renault Scénic Vision avec Cléa Martinet qui est en charge du développement durable chez Renault. Bonjour Madame Martinet. Bonjour. Bonjour. Alors c'était l'événement de la semaine. Renault a fait une présentation de ce concept qui préfigure l'avenir. Alors c'est le retour de la voiture à vivre. Alors déjà dans le nom. Alors moi le nom quand même il me pose un petit problème. C'est que vous avez appelé une voiture Renault Scénic. Ça fait un peu rétro Scénic. Pourquoi ce choix, même s'il y a vision derrière? Je crois que c'est un peu la signature de notre CEO Luca De Meo que de se tenir très droit en fait dans l'histoire de Renault. Et c'est pas parce qu'on le groupe change et qu'il change très vite qu'on doit aussi changer le nom de nos véhicules. Bien sûr, la conception change, les matières changent, les gènes électriques et voilà, on pourra rentrer dans les détails du concept car, mais il s'appelle Scénic parce qu'il est fidèle à l'ADN d'un véhicule Renault qui est un véhicule familial, une voiture à vivre, réinterprétée à l'ère de donc l'électrification et de l'économie circulaire. Bon, alors il faut quand même oublier complètement le Scénic parce que ça n'a... Alors si, dans le concept lointain, on va dire que c'est un... on dit crossover aujourd'hui, bon, c'est un matinée de SUV monospace, avec un design alors complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent chez Renault. C'est la signature du nouveau directeur du design, Gilles Vidal, c'est ça ? C'est des choses qu'on retrouvera en série ?
Oui, alors tout à fait. Alors Gilles Vidal parle, quand il décrit le véhicule qui en effet ne rentre pas dans les nomenclatures classiques, il parle d'un nouvel animal de la route. Et c'est vrai, en fait, c'est un véhicule électrique familial. Donc en fait, quand on construit un véhicule familial sur une plateforme électrique, parce qu'on est conscient de notre empreinte carbone et qu'on est soucieux de son empreinte même biodiversité, on cherche à créer des véhicules les plus compacts possibles. Donc là, voilà, c'est un véhicule plus compact. C'est pas un monospace, c'est pas un SUV. Ça rentre dans aucune norme. Aucune catégorie, d'accord. Aucune catégorie. Et pour répondre à votre question, oui, on va le retrouver sur la route, notamment la silhouette extérieure. C'est dès 2024. Vraiment, ça va c'est être 90%, très dit Gilles Vidal, 90% du style de la voiture tel qu'il est à l'extérieur aujourd'hui. Oui, on le retrouvera. Je peux ne pas être une gentille fille, oui, Cléa allez-y, Martinet. Je peux, parce que je la regarde actuellement sur l'ordinateur. Là, elle est effectivement très jolie, mais je trouve qu'elle a quand même une signature DS qui est incroyable au niveau de la ligne et vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la ligne, il y a des points communs avec certaines signatures de chez DS. Alors là, ça c'est la colle. On posera la question à Gilles Vidal. Après, attention, c'est pas moche, mais du coup, je me dis bon. Écoutez, oui, alors je ne veux pas répondre sur la similitude avec DS parce que vraiment votre avis vous appartient et merci de le partager. Je ne sais pas si le contenu des DS est similaire au nôtre. En fait, on commente rarement les voitures de la concurrence. Non, c'était juste une histoire de petites lignes. Il y a quelques petits points communs, mais je voulais vous titiller. Après, Gilles Vidal, on sait d'où il vient. Oui, voilà. Ça s'appelait encore PSA à l'époque, mais bon, on sait un petit peu d'où il vient. Bon, mais elle est très belle, ceci dit. Elle est très jolie. Elle reprend la plateforme de la Mégane la plus récente, donc une plateforme conçue pour les véhicules électriques, mais elle y ajoute quelque chose qui est assez intéressant, un prolongateur d'autonomie avec en fait une pile à combustible et un réservoir d'hydrogène. Donc c'est une voiture qui pourra avoir une autonomie beaucoup plus grande qu'un véhicule électrique classique. Oui. Alors en fait, il y a un double avantage à avoir exploré cette piste-là. En fait, bien sûr, il y a la question de l'autonomie et je vais y revenir, mais c'était aussi pour explorer une façon de décarboner le véhicule au-delà de ce à quoi on parvient simplement en devenant électrique. Donc là, le concept scénique que vous avez sous les yeux, donc il est décarboné à hauteur de 75%. Par rapport à un véhicule électrique d'un gabarit similaire sur les routes, donc par exemple Mégane, Scénic Vision est décarboné de 75%. Comment? Parce qu'en fait, une fois que vous devenez électrique, le principal contributeur à l'empreinte carbone, c'est la batterie. Et en mettant un prolongateur d'autonomie hydrogène, vous gardez la même autonomie, voire vous l'étendez, tout en diminuant la taille de la batterie par 2. Et donc du coup on arrive à un véhicule, l'empreinte carbone totale de Scénic Vision, elle est de 5 tonnes, c'est-à-dire l'empreinte d'une batterie électrique aujourd'hui de nos jours. D'accord, un véhicule très écologique. Et d'autant plus écologique que vous utilisez, alors moi ça me fait rigoler, des bouteilles de lait, des tuyaux en plastique recyclé pour faire l'intérieur. Alors on ne retrouve pas à l'intérieur des bouteilles de lait. Non, elles sont vidées en tout cas, mais c'est génial. Moi pour le coup ça j'applaudis des deux mains quoi. Mais oui, en fait, c'est un défi pour les designers couleurs et matières de se voir en fait donner des objectifs de matières recyclées au sein du véhicule. Donc l'inventivité, le génie qu'on a au design de mettre des matières un peu nouvelles, etc. Là, il est employé au service donc de l'économie circulaire. Donc c'est vrai que le sol, on a choisi de ne pas le pigmenter et donc il a des parties noires, c'est la tuyauterie de plastique industriel, et puis des parties blanches, ce sont des bouteilles de lait. Donc c'est vrai, l'intérieur est beau aussi, comme ça, mais qui est très opérant. Les fauteuils sont juste, c'est une dinguerie vos fauteuils. Et Cléa Martinet, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Oui, parce qu'en fait, les fauteuils, au-delà d'être composés de matières recyclées, ils sont à 100% recyclables. Puis l'innovation. Oui, en fait, quand vous essayez, en tout cas quand vous tendez à la recyclabilité de vos matières, la démarche, c'est de les faire le plus possible, ce qu'on appelle en monomatière, c'est-à-dire ça évite, au moment où vous devez recycler la pièce ou le composant, en l'occurrence le siège, de le défaire, de décoller, une partie en métal, une partie en mousse, une partie en je ne sais quoi. Là, tout est en polyester, bas carbone, recyclé. Et donc, en fait, le siège peut être pris tel quel et recyclé en l'état. Il n'y a qu'une seule matière. Bon, là, c'est un concept. Là, c'est un concept, mais c'est des choses qu'on va voir en série bientôt, ça? Oui. Les tuyaux en plastique, là, dans le sol. Moi, je veux le même fauteuil dans ma voiture. Je le trouve trop beau.
On a 3 horizons de temps dans ce véhicule. La silhouette extérieure, on l'a dit, c'est 2024. Le cockpit, les matières recyclées, toute l'inventivité qu'il y a autour de la matière, c'est plutôt 2028 et plus. Et la motorisation, donc électrique avec range extender, prolongateur d'autonomie hydrogène dans la langue de Molière, c'est 2030 et plus, parce qu'on prend ce pari-là du fait qu'il y aura une alternative au tout électrique intéressante à explorer à cette échelle de temps-là. À condition qu'on arrive à produire de l'hydrogène autrement qu'avec du gaz russe, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Bon, tout à fait. Mais nous, on a une partie de la solution déjà. En tout cas, elle est très très belle. Vraiment, elle est très belle. L'intérieur, elle est fou. Parfait. Quand est-ce qu'on roule avec Laurence, Cléa? Quand est-ce qu'on roule avec? Eh bien, Bastien. Bastien, quand est-ce qu'on va faire un tour tous les 4? Vous avez mon numéro, je peux voilà, on vous appelle. Non, le Scénic rentre sur les routes là en 2024, c'est la date de lancement du véhicule. Et ça, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que le concept car que vous voyez là, au-delà d'un objet, il roule. Donc il y a une faisabilité technique dans tout ce qu'on a démontré. C'est pas simplement des chiffres qu'on a ajoutés avec une feuille de route. Non, c'est faisable. Non, vraiment, il y a une vraie faisabilité technique. C'est pas un chocard, le véhicule roule. Bien entendu, il n'y a pas la manne de matières recyclées et industrielles derrière pour le mettre à l'échelle aujourd'hui, mais on a toute la feuille de route pour y parvenir dans les horizons de temps dont je vous parlais tout à l'heure. Non mais voilà, les produits recyclés c'est top. Enfin, vous avez rigolé avec les bouteilles de lait, moi je trouve ça très intelligent. Je vais reboire du lait. Non mais en fait j'ai jamais arrêté d'en boire, j'adore ça. Merci beaucoup Cléa Martinet. Merci à vous. En charge du développement durable chez Renault, on aura l'occasion de vous retrouver. Vraiment. Puis on va continuer parce qu'on a Lionel Robert. On a Bastien, là, notre réalisateur, il est dingue de la voiture. Bon, allez. Je croyais qu'il était dingue de Cléa. Les deux. Les deux, dit-il. Voilà, donc ça c'est fait. Allez, tout de suite, on revient sur nos awards de l'automobile. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Et ne comptez pas sur nous pour vous proposer des émissions tristes. Ce n'est pas émissions recyclées. Possible, mais recyclées, c'est à voir. Bonjour, notre ami Lionel Robert. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Organisateur des Awards de l'automobile, en partenariat Sud Radio. Exactement. Alors Lionel, tiens, on va commencer par la fin de ce qu'on avait prévu. On vient de parler du Renault Scénic Vision, ça sera un des gros morceaux des Awards. Sans doute, c'est vrai qu'en catégorie concept car, ce véhicule aura sans doute de bonnes chances de l'emporter. J'ai trouvé ça assez étonnant aussi de mon côté. Je ne sais pas, j'ai pas exactement écouté tout ce qui s'est dit à l'instant, mais c'est vrai que ça a beaucoup parlé de recyclabilité. Et je trouve qu'en ce sens, le véhicule est très intéressant. Je ne sais pas si elle vous a parlé également du platine qui compose la pile à combustible du véhicule. Non, je sais pas, c'est vos alliances que vous avez données, non? Et en fait, non. Non, malheureusement, je n'ai pas de platine dans mon alliance, mais en revanche, ce platine est issu du recyclage des pots catalytiques des véhicules thermiques. Ah oui, bah oui. Donc là, je trouve ça intéressant, en fait, quelque part, de récupérer sur de la voiture thermique des choses qui peuvent éventuellement se greffer sur de la voiture, entre guillemets, green. Vous venez de donner une petite idée à certains qui piquent déjà qui découpent les pots catalytiques des voitures. Et là, quand vous avez dit le mot platine, je pense que ça va les intéresser encore plus. Bon, bref. Tiens, une petite parenthèse. Vous pensez quoi du nom Scénic, vous, Lionel? Vous partagez mon avis Oui, plutôt, Jean-Luc. Plutôt. Comme souvent, je le reconnais, mais c'est vrai qu'effectivement, en la matière, je trouve que oui, il aurait peut-être été plus opportun de choisir un autre nom. Là, j'ai cru comprendre que Renault voulait vraiment capitaliser sur, on va dire, l'image de voiture à vivre. L'image de Scénic, oui. Mais l'image du Scénic, ça nous ramène au premier Scénic, vert pomme, avec un diesel qui crachait des fumées noires. En même temps, c'était un pionnier aussi. Oui, c'était un pionnier du SUV compact. Et on pourrait en discuter avec Renault. L'espace existe encore dans la gamme, mais moi j'aurais préféré Espace Concept. C'est vrai. Après, la voiture fait 4,49 m de long, je crois, et c'est vrai qu'en termes de proportion, elle se rapproche évidemment davantage. Oui, mais le premier espace était à cette dimension-là, donc ça avait du sens de reprendre ça. Bon, bref, ça, la parenthèse est refermée. Alors, c'est quoi les grosses nouveautés des Awards? Il y a du monde maintenant, il y a du partenariat supplémentaire. Oui, de nouveaux partenaires se sont greffés, ne cessent de se greffer, je dirais. Donc moi, j'en suis ravi. Comme par exemple Mobiliance, là, qui est le dernier en date. Ex-CNPA, pour ceux qui nous écoutent. Bon, c'est un syndicat professionnel pour des professions de l'automobile. Maintenant de la mobilité. Voilà. C'est ça, en fait. C'est le syndicat qui représente finalement l'ensemble des professions de la mobilité. Donc ça va du petit garagiste, évidemment, au poids lourd de la distribution. Et en plus de ça, depuis maintenant quelques années déjà, Mobiliance accueille notamment les start-up sous la bannière de l'Alliance des mobilités. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc ça va donner, je pense, encore un peu plus de peps à l'événement et de légitimité aussi. Donc il y aura un prix Mobiliance alors?
Il y aura un prix Mobiliance qui récompensera l'équipement de l'année. Voilà. D'accord. Donc qui fait la On a synthèse. Gilles Elmosnino qui est avec nous dans le studio et là il a dressé l'oreille. L'équipement de l'année, ils se sont dit tiens ça serait bien qu'il y ait Valeo d'écrit à côté. Valeo l'a déjà remporté hein, pour parenthèse. Pas 2022. Non, 2022 je ne sais pas. Voilà. On verra. Je leur souhaite. D'accord. Et Donc, dans les autres nouveautés, un prix CNPA et puis il y a Roule aussi. Alors Roule qui est partenaire de l'émission. Ouais. Hein, ROOLE. ROOLE. D'ailleurs on va mettre un petit peu plus l'accent puisque Roule a un média désormais. Et ce qu'on fera, c'est qu'il y a des sujets qu'on abordera en parallèle avec eux et vous pourrez avoir un développement sur le site internet. C'est-à-dire que monsieur. nous, on fera un résumé conséquent et vous pourrez aller voir les détails sur le site de Roule. Donc avec Roule, vous faites quoi de beau alors Lionel? En Roule, en fait, il faut savoir que c'est pas une complémentaire auto comme les autres. D'abord, c'est le leader, certes, de la spécialité, mais c'est surtout une entité qui est extrêmement portée sur la solidarité et donc évidemment sur la mobilité solidaire. Et du coup, le trophée Roule qui sera créé cette année dans le cadre des Automobile Awards récompensera en fait la start-up qui se distingue le plus en matière de mobilité solidaire. C'est-à-dire en clair, ça veut dire redonner quelque part de l'autonomie de mobilité à ceux qui n'en ont pas, favoriser l'égalité des chances. Ça c'est quelque chose dont Roule qui tient vraiment à cœur de cette entité. Et c'est vrai que ça permettra du coup de parler d'inclusion sociale, d'inclusion territoriale, d'impact environnemental. Il y aura 3 startups qui seront sélectionnées parmi donc les plus, on va dire, les plus impactantes, parmi celles qui auront pu candidater à partir de la mi-juin. Et ces 3 startups seront invitées à venir pitcher, donc venir se présenter quelque part le soir de la cérémonie de gala. Et c'est le public présent lors de la cérémonie de gala qui élira. Qui votera sur place. Exactement. Mais vous pouvez nous donner, excusez-moi Lionel Robert, un petit exemple de ce que ça pourrait être, oui, parce que là c'est un peu flou en fait, mais dans ce domaine-là. Qu'est-ce que c'est qu'une start-up qui œuvre en matière de mobilité solidaire? Eh bien, par exemple, c'est une start-up qui va, par exemple, faciliter la location de voitures à très bas coût, pour ne pas dire quasiment de la gratuité, auprès des personnes qui n'ont absolument pas les moyens ou de s'acheter un véhicule ou même d'en louer un. Voilà, typiquement le genre d'initiative. Et je trouve qui doit être vraiment. C'est pas une société qui me permettrait d'acheter une Aston Martin parce que j'en ai pas les moyens. Ça, c'est pas parce que c'est solidaire aussi quand même. Oui, c'est très solidaire, mais je crois pas que ça. L'ami Jean-Luc Houlard de revenir à son ego. Arrête donc. J'en ai pas de solidarité. Mais tu attendras. J'en ai une en majorette. Si tu veux, je te la ramène la semaine prochaine. Quel coquin celui-là. Bon, merci Lionel. On reparle donc le mois prochain de la suite des Awards de l'automobile. Exactement. Et puis on va, comme je vous l'ai dit, solidariser plus le partenariat avec Roule. C'est en tout cas une très très bonne idée. Merci beaucoup Lionel. Merci à vous, merci. Bon week-end en Corse. Week-end également. À bientôt. Au revoir. J'adore, les auditeurs savent tout de ce qui se passe. Oui monsieur, ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Allez, nous restons en votre compagnie. On aura votre rendez-vous pneus d'ici quelques minutes, je vais y arriver, je me recentre. Et puis on soufflera 150 bougies. D'accord, celle de Continental. Je ne sais pas si c'est des bougies Valeo d'ailleurs. Tiens, je sais pas, est-ce qu'ils font des bougies encore Valeo. Et puis on parlera de vous aussi avec vos questions 0826 300 300. Venez nous rejoindre pour poser votre question directement à l'ami Jean-Luc. Et sinon vous vous inscrivez dès maintenant au téléphone pour que l'on vous prenne en direct à 13h. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre également actuellement en direct sur la page Facebook de Sud Radio où il y a des échanges dingues qui se font entre vous. J'adore, il y en a qui posent des questions, d'autres y répondent. Voilà, c'est aussi ça le monde de la radio, le monde de l'auto et d'être tous ensemble et de partager. Alors, nous allons tout de suite vous accueillir pour une question à l'ami Jean-Luc au 0826 300 300. Vous nous rejoignez tout de suite puisque et c'est aussi votre vos questions moment. Sur je participe @sudradio.fr. N'oubliez pas de mettre. Tu sais que tu fais bien ta Laurence. Oui, de mettre on parle auto et de mettre votre numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle. Voilà, alors on parle auto dans l'objet, votre question, votre numéro de téléphone, le mail je participe @sudradio.fr. Salut Patrice. Bonjour Patrice. Comment ça va? Ça va, bonjour, merci. Vous êtes où? Dans l'Oise. Pas très loin de Paris où on écoute Sud Radio sur le 99.9 je pense. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, moi j'ai un Jumpy qui vient juste d'avoir 5 ans et donc c'est un utilitaire ou c'est un... D'accord. Ouais, c'est un utilitaire Jumpy, donc c'est le moteur le 2 litres 180 avec la boîte 2 auto. litres diesel.
Ouais, 2 litres HDI, 180, boîte de AT6. D'accord. Donc là, j'ai fait changer, elle a 200 000 km, donc on a fait changer la distribution, tout ça, la pompe à eau, et le moteur s'est mis à chauffer. Et quand je l'ai emmené au garage, donc il n'y avait plus de liquide de refroidissement. Dès que ça s'est mis à chauffer, je me suis arrêté, j'ai regardé, plus de liquide de refroidissement, j'ai regardé, j'ai emmené directement au garage. Et le garage m'a dit que le bloc moteur était fendu. Et donc je me dis, une voiture avec 5 ans, bloc moteur fondu, et c'est là que le garage m'a dit, mais les 2 litres HDI de chez Citroën, là, ils ont tous cette maladie de chauffe et de casse. Donc je me demandais s'il y avait un défaut sur le moteur. Et alors, attendez, parce que là, on vous change la distribution et la pompe à eau. Alors il faut changer effectivement la pompe à eau quand on fait la courroie de distribution. Et derrière, votre moteur se met à chauffer. Donc, il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, tiens, il peut y avoir un rapport entre la pompe qui vient d'être montée, soit un mauvais montage, soit une pompe défectueuse, et qui fait que votre moteur a surchauffé. Parce qu'en fait, un bloc moteur qui se fend comme ça, alors, comment ça peut se fendre ? Déjà, il faut de la surchauffe, et vous n'êtes pas passé dans une rivière glacée du Canada avec de l'eau jusqu'aux portières. Pour après passer en Inde où il fait 50 degrés. Quoi. Oui, non, mais si vous avez un refroidissement sur du métal, pour arriver à fendre du métal, soit il y a ce qu'on appelle une paille dans la fonderie, mais c'est très rare, qui peut provoquer une fissure. Vous l'auriez eu avant, pas à 230 000 km. Soit vous avez un choc thermique important qui va créer, aux endroits où il peut y avoir quelques faiblesses dans la conception du bloc, une fissure. Mais dans votre cas, c'est clairement la surchauffe du moteur qui a provoqué ça. Maintenant, pourquoi la surchauffe du moteur ? C'est plutôt ça la question. Quand eux vous disent, oui, c'est fréquent que les blocs de litre HDI... D'abord, moi, j'ai pas de retour sur la fréquence des blocs de litre HDI qui se fendent. Ça, c'est le premier truc. Comme je vous dis, 230 000 km, ça serait arrivé avant s'il y avait eu une faiblesse. Maintenant, c'est les raisons de la surchauffe. Est-ce qu'ils ont analysé ça derrière ? Non, la voiture elle est en démontage. Là, ils ont démonté pour voir d'où venait la panne et que le bloc était fendu. D'accord, mais ils ont démonté la pompe. C'est eux qui ont fait les travaux sur la pompe à eau et la distribution ? Non, alors la pompe à eau et la distribution a été fait à 180 000 km et le moteur, là, il a lâché à 230 000. Ah oui. Non, je pensais que ça venait juste d'après. J'avais compris que ça venait d'être fait. Non. Je veux dire, on a fait tous les entretiens corrects aux dates précises parce qu'elle est entretenue elle a un contrat d'entretien chez Citroën, donc elle est entretenue à toutes les dates et tous les kilométrages précis. Et donc voilà. Et vous faites quoi comme type de trajet avec votre voiture ? Votre utilitaire. Alors, je suis dans l'Oise et mes bureaux sont dans le 93, donc je fais. Pas mal de bouchons ? Ah oui, voilà. Non, j'ai pas de bouchons, moi. Le matin, je pars très tôt. Je prends l'autoroute et la nationale, donc je fais 40 km le matin autoroute nationale. Le soir, pareil, et puis après, dans la journée, c'est du périph' parisien, c'est de la région parisienne. Ah oui, donc il y a quand même du bouchon. J'ai un peu de bouchon. Mais c'est pas ce qui expliquerait à quoi vous avez pensé d'habitude. Mais j'avais pensé à un encrassement généralisé du moteur en faisant des petits trajets. Non, ça peut pas. Non, c'est ça qui est bizarre. Non, on cherche la cause de la surchauffe. On sait pourquoi le bloc moteur s'est fendu, c'est parce qu'il a chauffé. Ouais. Ça, voilà. Il y a pas de secret sur ça. C'est ça. La cause de la fissuration, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, il est fissuré où votre bloc ? Alors d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est derrière, donc entre le poste de pilotage et le moteur, derrière au niveau de la durite derrière la durite de turbo. D'accord. Oui, bon, à l'endroit où il y a de la chaleur la plus importante, s'il y a le turbo dans cet endroit-là, ça a dû bien surchauffer. Alors, il y a deux problèmes dans votre cas. D'une part, sur l'usage de la voiture, on sait que les diesels utilisés en flot périurbain, même si le matin ça roule bien, le soir vous allez être un petit peu bouché, il y a un moment vous allez encrasser de façon généralisée tout le bloc, ce qui peut provoquer par la suite des surchauffes. Alors comment on arrivera à la surchauffe ? On ne va pas rentrer dans le détail parce que ça serait très long, il faudrait l'émission pour évoquer tous les cas. Le vrai souci dans votre cas, c'est que la voiture elle a beaucoup de kilomètres, que même si, et moi j'en ai pas connaissance, même s'il y avait eu un défaut sur ces blocs-là, vous avez aucune chance chez Citroën qu'ils acceptent une participation. Non. Et un bloc moteur fendu, ça se répare sur les très vieilles voitures parce qu'on n'a pas le choix, mais sur un véhicule comme le vôtre, c'est de l'échange standard. Mais la batterie, il n'y a pas d'autre solution que de changer le moteur. Et est-ce qu'il faut changer le turbo avec ?
Est-ce qu'il ne faut pas changer la voiture carrément, il y a un moment? Oui. Elle est de quelle année, votre voiture? 230 000 km, la voiture. Elle a 5 ans. Le seul souci, c'est que moi, c'est mon outil de travail. C'est votre outil de travail. 5 ans, c'est jeune. Et que j'ai été voir partout et il n'y en a pas avant au moins 18-24 mois. Ah oui. Et un échange standard, ils vous ont dit combien ça vous coûterait sur le moteur? C'est pas 5-6 000 euros? Ouais, moi j'étais... Ouais, c'est ça, entre 6 et 7. Ouais. Bon, vous n'avez pas d'autre choix. Hein. Alors le turbo, il faudra qu'il vérifie avant de le remonter. Parce que si le moteur a chauffé, il est possible aussi que les paliers du turbo aient chauffé. Enfin, vous voyez, tous les périphériques du moteur sont à vérifier avant remontage. Bon, Patrice. Mais la participation Citroën, oubliez, vous l'aurez pas. Non, puis en plus, elle est hors garantie et tout. Quoi. Mais en tout cas, merci d'avoir amené votre sujet parce que ça a permis, de découvrir que ça pouvait arriver et de voir qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est triste. On vous embrasse, Patrice. Au revoir, Patrice. Bonne journée. Et bon week-end dans l'Oise. Et vous faites comme Patrice, 0826 300 300 pour nous rejoindre. Posez vos questions à l'ami Jean-Luc ou sur notre site internet, bien évidemment. Et puis aussi, par mail, jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez On parle auto dans le corps du mail et bien sûr vos coordonnées. Allez, tout de suite, on va parler pneus, mais on va en parler bien. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et là, il y a un piège. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Continental. Bonjour Olivier Schneider. Ah voilà, elle est tombée dans le piège. Bah quoi, Schneider, c'est marqué comme ça. Schneider, oui, c'est bon sur Schneider, mais c'est le Oliver qui est pas bon. Ah pardon. Et en plus, vous savez Oliver, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, avant l'émission, je lui ai dit, je l'ai vu ton piège. Et en fait, j'ai plongé dedans quand même. Vous êtes directeur général de la division commerce Continental France. 150 ans, vous les faites pas, vous êtes plutôt jeune. Oliver. C'est très gentil, merci. Vous twistez, beaucoup. Oliver twist, pardon. Effectivement, oui, on a soufflé nos 150 bougies l'année dernière au mois d'octobre. Donc, 150 ans d'innovation au service de toutes les mobilités et en toute sécurité, évidemment. Ouais. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec Renault. Le mot à la mode en ce moment, c'est durabilité et 150 ans d'innovation. Mais maintenant, vous êtes clairement orienté sur des innovations durables. C'est quoi des innovations durables en matière de pneumatiques? Ça va être des pneus de courgettes. Pas loin. Pas loin. Je me renseigne. On n'est pas si loin, effectivement. Donc déjà, tout à fait. Ouais. Donc Conti, on a cette ambition d'ici 2050 d'être vraiment à la pointe et d'avoir vraiment des pneumatiques 100% neutres en CO2, en émissions CO2, et également composés 100% de matières soit renouvelables, c'est-à-dire des matières organiques, ou alors 100% avec des matières recyclées. Et justement, pour répondre à votre question au niveau des matières recyclées, justement, on vient de lancer ce mois-ci une quinzaine de dimensions de pneumatiques en été et en tout temps avec notre technologie Conti Retex qui, comme Renault, bouteilles en plastique, donc des bouteilles PET recyclées avec lesquelles on fait des fibres polyester, avec lesquelles on refait la nappe, vous savez, la nappe textile qu'il y a dans le pneumatique. Donc voilà une très belle innovation. Donc là, c'est plus une nappe métallique, c'est une nappe composite. Alors, les nappes métalliques, ce sont les ceintures. D'accord, oui. Voilà, lorsqu'on parle de pneus radial ou diagonal, ça c'est la nappe en fait textile qu'il y a dans le pneumatique. D'accord. Donc elle va pas rouiller. Avec des vieilles bouteilles. Ouais. Absolument, des bouteilles PET recyclées. Et pour parler de la courgette, pas une courgette. Oui, monsieur. 5 fruits et légumes par jour. Exactement. Mais chez nous, c'est des gommes qui sont réalisées avec du latex qu'on gagne à partir de la racine du pissenlit. Ouais, on en avait un petit peu parlé. Alors, c'est pas du pissenlit qu'on trouve dans le jardin, c'est des gros pissenlits, on est d'accord. Exactement, tout à fait, oui. C'est une variété avec une grosse racine, donc on appelle ça le taraxagome chez nous. Vous les trouvez où ? Alors c'est un pissenlit qui vient à la base d'Asie, mais également en Russie. Et aujourd'hui, on a un grand laboratoire dans le nord de l'Allemagne. Et là-bas, il mange par la racine en ce moment. Ouais, c'est un peu triste. Absolument, oui. Mais effectivement, donc cette matière, donc le taraxagome, on le retrouve par exemple. On a une gamme de pneumatiques vélo, le Urban Taraxagome depuis 2019, qui est 100% produit donc avec du latex issu de cette racine. Et les pneumatiques qui sont produits, alors parce qu'il y a quelque chose d'étrange, c'est que autrefois, historiquement, les pneumatiques étaient produits à partir de latex naturel qui venait des EVA. Et puis, quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, les Américains ont révolutionné ça en faisant du caoutchouc synthétique, qui aujourd'hui a pris le pas sur les pneumatiques. Et maintenant, on a le sentiment qu'on refait marche arrière.
C'est une histoire d'écologie puis de Oui, prise mais de conscience de tous, est-ce que c'est plus performant un pneu avec un latex naturel qu'avec un caoutchouc synthétique? C'est quoi les différences? En fait, on ne peut pas parler vraiment de qualité ou de. Alors, c'est vraiment plutôt la finalité du pneumatique, c'est-à-dire la matière en elle-même, la composition du caoutchouc naturel va avoir d'autres propriétés que le caoutchouc synthétique. C'est-à-dire, c'est vraiment complémentaire. Dans un pneumatique, on va retrouver les deux. Alors, juste pour vous donner un exemple, le caoutchouc naturel, il va durcir à des températures bien inférieures à du caoutchouc synthétique. Donc, par exemple, dans un pneumatique hiver, on aura tendance à mettre plus de caoutchouc naturel ou dans un pneumatique all season, enfin tout temps, pardon, pour justement garantir une gomme qui reste souple à basse température. D'accord. Absolument. Et du coup, Oliver Schneider, pour Continental, là on est vraiment sur ça va être encore plus facile à recycler. Oui. Le recyclage d'après, puisque c'est Stéphane, vous savez, le troisième animateur de On parle auto. Est-ce que c'est plus facile de recycler En tout cas, il pose la question différemment sur Facebook. Il dit voilà, comment recycle bien les pneus. Quelle est la part de recyclage des nouveaux pneus là, de cette nouvelle technologie? Alors, la nouvelle technologie, au niveau des bouteilles, donc là, il y a à peu près une quarantaine de bouteilles dans un train de pneus. Après, si la question, c'est par rapport à la fin de vie du pneumatique, dans ce cas-là, effectivement, donc la fin de vie du pneumatique, il faut quand même savoir que la filière du pneumatique, on est plutôt exemplaire dans le sujet parce que vraiment on reprend 100% des pneumatiques usagés qui sont sur le marché. Donc à travers différentes filiales, dont une qui s'appelle Alia Pure, qui collecte environ 80 à 85% de tous les pneumatiques en France. D'accord. Donc vous récupérez les pneus, mais est-ce que ce sera plus simple de récupérer les matières premières des pneumatiques sur les nouvelles générations de pneus que sur les anciennes? Vous avez 10 secondes. Alors effectivement, donc on peut récupérer un certain nombre de choses sur un pneumatique à travers par exemple la pyrolyse. C'est une des technologies. C'est une méthode chimique de recyclage à haute température sans oxygène qui nous permet de récupérer de l'huile, enfin de redécomposer le pneu en huile, en noir de carbone, en fibres métalliques et en gaz. Et donc ces matières recyclées, on peut soit les réinjecter dans la production de nouveaux pneumatiques, ou alors elles peuvent servir dans d'autres industries pour d'autres produits. D'accord, alors on se fera la cuisine avec lui. Oui, et puis en tout cas, vous nous tenez informés de toutes ces avancées. Merci beaucoup, Oliver Schneider. Oliver Schneider. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Et joyeux anniversaire. Directeur général de la division Commerce Continental France. Vous êtes nombreux à nous écrire également et à échanger sur la page Facebook de Sud Radio. Après le rappel de l'info de 13h, c'est votre moment. Vos questions ou en direct tout de suite, appelez-nous au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Dans quelques minutes, on vous emmène à Pau pour le Pau Classique Grand Prix. Mais tout de suite, c'est votre moment. 0826 300 300. Vous nous appelez tout de suite pour poser votre question ou vous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr en mettant on parle auto et vos coordonnées évidemment dans le mail. Mais tout de suite, on va commencer par les questions Facebook et ensuite, on va rencontrer Robert qui a une question assurance à nous poser. La question, on l'avait posée effectivement il y a au début d'émission. Une question de Michel qui dit pourquoi les concessionnaires automobiles ne veulent pas reprendre les voitures équipées éthanol. Ça, c'est une question Facebook Sud Radio. Non seulement ils veulent pas les reprendre, mais ils veulent pas les réparer non plus. Si vous avez un boîtier, alors un boîtier homologué, on va laisser de côté les boîtiers non homologués, mais si vous avez un boîtier homologué et que vous allez chez le garagiste en disant ça marche plus, chez le concessionnaire en disant ça marche plus, il vous dira écoutez, vous appelez l'installateur du boîtier, c'est lui qui va régler votre problème. Bon, le vrai souci, c'est que les installateurs de boîtiers, les fabricants de boîtiers vous donnent 2 ans de garantie. Donc s'il y a une panne mécanique qui est en rapport avec l'installation du boîtier, on va dire en gros la chaîne d'alimentation de carburant et puis le moteur, si vous avez une panne à ce niveau-là, c'est normalement à eux pendant 2 ans de prendre en charge, mais au bout de 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Eux ne vous garantissent plus la mécanique. D'accord. Et votre concessionnaire, il ne veut pas voir la voiture. Mais alors on fait comment? On met pas de boîtier. C'est un vrai problème. Oui. C'est un vrai problème aujourd'hui. On va être honnête, l'ami Jean-Luc, c'est-à-dire que il y a un déploiement des boîtiers au éthanol qui est dingue. Exactement. Alors, ce qui va se passer, on n'a pas de quoi les réparer. Pour le moment, non. Si vous êtes au-delà de 2 ans de la garantie du fabricant de boîtier et que vous tombez en panne, si vous allez chez un concessionnaire de la marque de votre véhicule, il y a 99 chances sur 100 qui vous disent vous avez installé un boîtier,
je ne m'occupe pas de la voiture. Je veux même pas regarder ce que c'est comme panne. D'accord. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que, moi je le pressens comme ça, les centres auto déjà qui installent des boîtiers. Vous avez des grandes enseignes qui font de l'installation de boîtiers. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'après coup, ils vont récupérer cette clientèle-là. Ils vous diront, OK, le concessionnaire ne veut pas s'occuper de votre voiture parce qu'il y a un boîtier, venez chez nous. À votre avis, c'est comme ça que ça va se passer? C'est comme ça que ça va se passer. Alors, on va accueillir Robert, mais deuxième question, je vous avais 10 secondes, l'ami Jean-Luc, pour répondre. 10 secondes. Alors, pourquoi les constructeurs auto, et c'est une question de Didier, ne veulent pas produire des véhicules éthanol neufs, à part Ford? Parce que ça coûte cher à homologuer, première chose, et deuxième chose, parce que la France est le principal marché, pour ne pas dire le seul en Europe. On vous demande même pas d'où vous appelez, Robert, vu l'accent. Du nord, de la Suède. Oui, je suis dans les glaces, voilà. Non, vous êtes où? Non, sérieux? Marseille. Oh, j'adore. Oh, Marseille. Où l'on écoute Sud Radio normalement sur le 95.1. Oui, exact. Il y a Bastien qui est tout content que j'avais mémorisé. Il me dit oui, c'est ça. Alors, on vous écoute, Robert. Voilà, c'est l'histoire d'une SM de 72 achetée en 2003. Ouais. Le problème, c'est que c'était une SM injection. Oui. Et avant l'achat, le vendeur, vous savez que le problème qu'il y avait de l'injection de l'ESM, les moteurs prenaient feu. Et alors vous savez que moi j'ai quelqu'un, vous l'avez gardé l'injection de la SM ou il vous l'a vendu avec des carbus et puis... Non, c'est-à-dire il a monté le carburateur sur la SM, dans les règles de l'art, c'est un carburateur SM. Oui, bien sûr. Parce qu'il y avait des injections et des carburateurs. Parce qu'elle a d'abord été commercialisée avec des carburateurs, ensuite avec une injection Bosch D-Getronic, et il y a eu peu de voitures équipées avec ces systèmes-là. Il y a eu beaucoup de Mercedes, il y a eu la Volvo P1800, il y a eu quelques modèles équipés avec du D-Getronic, et le problème c'est que le D-Getronic fonctionne, alors là ça va être super technique, les injecteurs ça fonctionne en 3 volts, et dès que vous avez la moindre panne électrique sur la voiture, ça perturbe l'injection, donc ça marche plus, et personne ne sait les réparer, à part un gars que je connais, qui sait les réparer, qui sait refabriquer les injecteurs. Il est juste à côté de Magny-Cours. Donc, alors ma question, alors je comprends votre question, c'est que votre voiture, elle n'est pas d'origine puisqu'elle a été modifiée pour remettre des carburateurs, c'est bien ça? Oui. C'est une SM, hein? Voilà. C'est une SM, oui. Et donc aujourd'hui, ça vous pose un problème au niveau quoi? De l'assurance, de quoi? De la carte grise. Parce de que la carte grise. Oui, il y a le sigle injection. D'accord. C'est SC, c'est injection. La plaque d'immatriculation du véhicule est marquée SC et le carburateur c'est SB. Oui. Donc alors, ça va pas du tout. Est-ce que l'ancien propriétaire vous a vendu l'injection à séparer de la voiture? Non. Aïe. Et le problème, c'est qu'on voulait la remettre en injection, mais les pièces sont introuvables. Ah ben alors, si. On peut retrouver les injecteurs aujourd'hui, mais... On a fait toute la France pour ça. Ah ouais. Oui, on est allé voir même des spécialistes du côté du nord de la France. Oui, il y a des spécialistes de la SM en France. Oui, c'est ça. Et les pièces d'injection, on ne trouve pas. Mais le problème, c'est que si j'ai un accident grave, c'est-à-dire corporel, l'assurance adverse va dire... c'est clair. Et voilà. Oui, la voiture n'est pas d'origine, on est d'accord. Bon, ça roule. La solution, c'est on commence sur. Je vous ai dit, c'est du D-Getronic Bosch. On commence maintenant à se préoccuper un peu de ces modèles-là. Donc ça veut dire que les pièces introuvables. Alors si c'est le système d'injection lui-même, s'il y en a plus, il y en a plus. Merci. Mais après, les pièces électroniques ou les injecteurs, c'est pas encore refabriqué, mais c'est en passe de l'être. D'accord. Bon. Donc, oui, mais le problème, comment je fais avec la carte grise? Voilà. Vous n'avez pas le choix de rouler malheureusement avec une carte grise qui ne correspond pas à votre véhicule, parce que vous n'allez pas faire réhomologuer la voiture avec des carburateurs. C'est impossible. Homologation à titre isolé, ça ne passera pas. Non, ça passera donc pas. vous allez rouler illégalement pour le restant de vos jours. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un accident chez oui. Et vous avez que ça comme voiture? Il faut un gros accident pour qu'il se penche sur ce problème-là.
Moi, je suis avec mon frère, lui, il en a 6 de voitures de collection. Il a DSM, il a la SM, il a 2 DS. C'est la maison Citroën chez la famille Robert. Moi, je suis Alfa Romeo. En tout cas, vous Robert. savez, moi aussi, je suis Alpha. Non, mais toi, t'es tout, toi. Moi, je suis tout. Il est tout. J'ai pas de Citroën. Il est tout. Pas de Citroën. Bon, désolé de ne pas vraiment pouvoir donner autre chose. Non, alors il n'y a pas de solution. Je vous aurais dit, si j'avais eu. Alors, si quelqu'un nous écoute et qu'il a une injection de SM dans sa cave, il nous appelle et on vous trouvera l'injection pour monter sur votre voiture et je sais qui pourra vous la réparer. Écoutez la musique qui arrive, c'est qu'on a vraiment dépassé le temps. Robert, bon week-end à Marseille. Merci Robert. Allez, on continue de parler auto et vous savez ce qui va se passer là, on va parler auto. On va continuer à parler auto classique d'ailleurs. Exactement. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Allez, tout de suite, on file à Pau pour le Pau Classique Grand Prix avec Eric Dournès. Bonjour Eric. Bonjour à vous. On dit Dournès ou Dourne? Dournès, allez-y. C'est bon. Voilà. Bon, alors... Pau, on vous explique pas où c'est, Pau, tout le monde le sait. Non, bien Pau, PAU par contre. Oui. Non, pas POT, oui. Pourtant, quand on parle auto, on peut en parler des POT, pardon. Bon, c'est la fin d'un grand événement qui a démarré il y a une quinzaine de jours, c'est ça, à Pau. Vous avez mis en place le fameux circuit qui est dans la ville. Et ce week-end, place aux véhicules, alors j'allais dire de collection, aux voitures anciennes. Absolument, c'est le deuxième volet de ce retour du Grand Prix, dans ce volet classique qui nous maintenant anime ce week-end jusqu'à dimanche soir. 250 voitures en compétition sur 9 plateaux, 350 véhicules de collection qui sont placés sur le balcon des Pyrénées, pour ceux qui connaissent Pau, sur le boulevard des Pyrénées du côté du parc Beaumont, un concours d'État, un village automobilier, une bourse d'échange. On a mis les petits plats dans les grands pour cette semaine, célébrer les grandes heures du sport automobile et puis d'une façon plus générale d'ailleurs, le monde de l'automobile que vous aimez tant dans cette émission. Oui. Alors, les voitures, on les voit rouler, c'est ça la grosse différence, justement, on les voit rouler sur un circuit, c'est-à-dire que là, elles roulent vraiment, elles sont pas à l'arrêt, enfin, il y a j'imagine, des démonstrations, mais il y a des mini-courses, comment ça se passe? Mais évidemment, 9 courses, 9 plateaux, c'est 9 courses, sans essai libre, qualificatif, 2 courses sur le tracé palois inchangé depuis 1933, 2 km 760. Il y a 15 jours, nous accueillons 2 Coupes du Monde de voitures de tourisme, les ETCR avec les piles électriques rechargées à l'hydrogène. On parle des carburants liquides bas carbone pour se tourner à l'avenir. Et 15 jours après, sur le même tracé, on se tire la bourre, permettez-moi l'expression, avec des voitures incroyables d'anthologie. Alors c'est quoi il y a des F1, des F2, il y a quoi? Mais oui, absolument. Plusieurs plateaux sont ici reconstitués à l'image de ce qui est finalement notre Grand Prix depuis maintenant 1933, avec les légendes du Grand Prix de Pau historique, par exemple. Un plateau spécialement constitué pour l'événement, avec des McLaren M26, avec également une demi-douzaine de F1 des années 70, avec des modèles absolument uniques. Certains F1 d'avant-guerre sont également présents parmi nous. Et vous savez que cette année, on rend hommage à Jim Clark, ce pilote incroyable qui, ici à Pau, a triomphé 4 fois et ainsi le recordman des victoires en 61, 63, 64 et 65. Bon, super. Alors c'est encore aujourd'hui et demain. Et ça coûte combien pour aller voir tout ça? Alors c'est très simple. Pour 5 €, vous entrez dans la légende. 5 € simplement, c'est le premier prix. Pas cher. Alors c'est pas cher. Évidemment, il y a plusieurs tarifs, mais dès 5 €, vous avez accès à l'ensemble de l'exposition de voitures, vous avez accès à la vision sur le circuit, vous avez accès au village automobilia, et ensuite pour les plus passionnés, et je conseille cela, vous avez des prix paddock qui vous permettent d'aller dans tous les paddocks et ainsi de photographier, de sentir, y compris la chaleur des moteurs lorsqu'ils terminent la compétition, lorsqu'ils reviennent dans les paddocks. Vous savez, il y a un petit parfum, c'est pas vous, je vais l'apprendre, tout à fait magique, qui met à la des fois anciennes voitures qui roulent à l'huile de ricin, ça sent incroyable. Il y a ce parfum, puis il y a ce son qui est absolument exceptionnel. Merci beaucoup, Eric Dournès. Bon, super. Bon, on arrive, Eric. Merci de ce clin d'œil. Si vous êtes à Toulouse, vous êtes à moins de 2 heures. Ah non, mais nous, on est un peu plus près, un peu plus loin. Co-organisateur de ce Pau Classique Grand Prix, d'ailleurs, je vous invite à aller voir, c'est très bien fait, le site internet de ce Grand Prix de Pau, toutcollé.fr sur votre moteur de recherche. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Si on allait à PortAventura. Roule, le club automobile ouvert à tous présente
Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Parle auto avec vous bien sûr et avec l'ami Jean-Luc. Vous savez que ce rendez-vous est le vôtre. Vous avez besoin de son avis pour changer de voiture. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300 ou... Et vous m'envoyez un chèque et je choisis la voiture pour vous. Ce sera une Austin Martin si vous avez gagné au loto la semaine dernière. Ou je participe @sudradio.fr. Aston. Pas Austin. Non, oui. Moi, je suis plutôt Austin en fait. Bon, je finis mon mail. Je participe @sudradio.fr. Salut Cyril. Bonjour Cyril. Oui, bonjour Dame Laurence, bonjour Sur Jean-Luc. Oui, vous voulez pas acheter une Aston Martin, vous? Ni une Austin. Non, j'ai pas écouté l'émission juste avant. Ni l'Austin de Martin. Ah, il y en a une à vendre? Non. On vous écoute. Okay. Eh ben, écoutez, voilà, on cherche un break, si possible 7 places, plug-in. Et on se demandait... Alors je vais vous arrêter tout de suite. Aïe. 7 places plug-in, jusqu'à présent, il y a pratiquement personne sait faire parce que en général, la batterie des plug-in, elle est plus importante et elle prend place à l'arrière dans le coffre ou sous la banquette arrière et ça empêche d'avoir 7 places. Okay. Donc, alors ça sera plug-in mais 5 places. Ah. Okay. Sauf à avoir un budget démesuré et d'avoir un monstre. Donc j'imagine que... C'est quoi votre budget à vous? Notre budget, c'est 35 000 €. Ah, ça va, c'est quand même assez confortable. Mais c'est pas suffisant pour avoir un vrai plug-in 7 places. Ok. Alors après, c'est vrai qu'il y a on lâche les 7 places et c'est vrai qu'il y a peut-être la Kia Ceed. La Kia Ceed. Alors, Proceed ou Ceed? Eh ben, elles ont les deux ont la même motorisation. Vous avez le break. Alors, dans un cas comme dans l'autre, vous n'avez pas des coffres gigantesques, pour la raison que j'ai évoquée juste avant. Vous avez des batteries. Alors, ce n'est pas une batterie qui est extrêmement grosse. Elle fait 8,9 kWh. Ça vous permet de faire, dans la réalité, une quarantaine de kilomètres, 50 km max, si vous êtes en agglomération. Je ne sais pas quel type d'usage vous aurez du véhicule. Pourquoi vous voulez de l'hybride rechargeable, d'ailleurs? Eh ben parce qu'en fait, ma femme elle va au boulot et en fait c'est à peu près la distance, 50 km. Donc au pire, alors l'idée aussi c'était de partir peut-être en électrique à l'aller et au retour faire du mixte. Aussi, c'est plus logique. Vous pouvez, alors, sur tous ces véhicules hybrides rechargeables, vous pouvez choisir de forcer un mode, soit le mode électrique au départ. En général, par défaut, quand la batterie est chargée, vous fonctionnez en électrique au départ. Mais si vous partez de chez vous, que vous habitez en grande banlieue par exemple, et que vous avez de la voie rapide, vous n'avez aucun intérêt sur la voie rapide à être en électrique. Donc là, vous forcez le mode hybride normal, et quand vous arriverez en agglomération, vous fonctionnerez en mode électrique. Voilà. Mais en fait, ça permet aussi de démarrer une fois de moins, et puis à l'aller par exemple. Oui. Mais l'aller, on y va en électrique, on fait un trajet en électrique et puis le retour ça passerait pas, donc on se met en hybride. Et voilà, c'était mon idée, démarrer une fois de moins, voilà, c'est toujours intéressant, Bon, cela dit, c'est des moteurs qui sont prévus, et à la fois, tout à l'heure on parlait des lubrifiants, et à la fois par les lubrifiants qu'ils utilisent, qui sont des lubrifiants spécifiques pour les voitures qui s'arrêtent souvent, qui redémarrent souvent. Rassurez-vous, il n'y a pas d'usure accélérée sur les Toyota hybrides, parce que le fonctionnement, que vous ayez de l'hybride rechargeable ou de l'hybride, est à peu près le même. Dès qu'on peut couper le moteur thermique, on le coupe. Vous imaginez bien le nombre de redémarrages qu'aurait une Prius. Or, il y a des Prius de 97 qui ont 700 000 km qui roulent encore. Donc, si ça abîmait le moteur à chaque redémarrage, elles n'arriveraient pas à des kilométrages comme ça. D'accord. Donc, l'avantage en plus d'une Kia, si vous l'achetez d'occasion, c'est qu'elles sont garanties 7 ans. Voilà, c'était ça. Puisqu'on parlait fiabilité juste à l'instant, c'est vrai que ça vous permet de rouler un peu l'esprit tranquille. En plus, la mécanique de cette voiture est plutôt agréable à utiliser. Vous avez, alors c'est le mariage, c'est un moteur thermique 1,6 litre qui fait 105 chevaux, je crois, puis un moteur électrique de 60 chevaux. Ça fait au total, vous allez me dire que je ne sais pas compter, mais c'est pas l'addition des deux, c'est la puissance de la batterie qui fait qu'on a la puissance totale. C'est 141 chevaux, je crois, ou peut-être un peu plus sur la version hybride rechargeable. Enfin, quoique, à vérifier. Donc, mais c'est plutôt agréable à utiliser. On a moins l'effet mobilette que ce que je dis habituellement quand je parle des Toyota, là, parce que c'est une boîte. Voilà, l'effet scooter. Là, on a une vraie boîte de vitesse robotisée, mais c'est une vraie boîte de vitesse. Donc ça passe des rapports, on a moins l'emballement. D'accord.
C'est pas un mauvais choix. Hein. C'est pas un mauvais choix. Non, mais je pense que c'est ce qu'on va prendre. J'avais une autre question. C'était par rapport à l'E85. Je trouve que plus vous en parlez, et moins j'ai envie de m'y mettre parce que c'est vrai qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses de frais en plus, et je me demande sur le calcul si c'est intéressant. Vous aurez les bougies à changer plus tôt. Vous aurez la vidange à faire tous les ans, et puis l'installation du boîtier. Et au final, vous avez fait des calculs là-dessus, parce que je trouve que il y a quand même pas mal de choses en plus, quoi. Alors, avec des huiles plus chères, avec mais il y a des véhicules mieux adaptés que d'autres, c'est surtout ça. Il y a des véhicules, un véhicule dès le départ qui craint rien. Ça sera pas beaucoup plus cher. Un véhicule j'évoque souvent le problème des pompes à essence qui seront sans doute les premières à lâcher. Alors ça va pas lâcher instantanément. Il faudra 40-50 000 km de fonctionnement à l'éthanol pour que ça lâche. C'est-à-dire que pour le moment, tous les gens qui dans ces véhicules-là utilisent de l'éthanol disent tout va très bien. C'est comme le mec qui tombe du 30e étage d'un immeuble. À chaque étage, il dit jusque-là ça va très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand il va arriver en bas ? Voilà. Okay. C'est ça, donc il y a un risque, il y a toujours un risque. Okay. Une petite question, je vous avais... Cyril, vous allez venir faire une émission avec nous, parce que si vous avez 15 questions à 2 minutes de la fin de l'émission, ça va être... sérieux. Allez-y vite fait, alors mais vite. Allez. Par rapport aux réseaux sociaux, je vous avais posé des questions sur des moteurs, vous savez, cycliques, on va dire, style crossplane. S'ils pouvaient utiliser ça par exemple sur des moteurs sportifs, si ce serait intéressant. Là, ça va être super long. Je pense qu'on va refaire réseau social pour la question. La semaine prochaine, je voulais avoir une réponse là-dessus. À ce moment-là, on vous reprend. Je vous reprends. La semaine prochaine, ou la fois d'après, où notre ami Jean-Luc vous répond par mail ou vous appelle. Enfin voilà, on va s'organiser. Non, parce que sinon, on va devoir demander une heure de plus à notre direction. Mais on va le faire de toute façon. On va le faire aussi. Allez, tout de suite, on termine notre rendez-vous avec les brèves de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Et l'information principale de la semaine, c'est le flou le plus total qui règne à propos du contrôle technique des deux roues. Oui, en effet, en début de semaine, les médias ont commenté la décision du Conseil d'État d'avancer le contrôle technique des deux roues, initialement fixé au 1er janvier 2023 au 1er octobre 2022. Beaucoup ont annoncé, à tort, que le contrôle technique des motos, des scooters, des trois roues, des quads, mais aussi des voitures sans permis allait débuter à l'automne. Mais le décret du 9 août 2021 qu'il prévoit étant toujours suspendu, rien n'est acté pour le moment. Ça l'est d'autant moins que la profession est incapable de s'organiser dans un délai aussi court. Il va falloir sélectionner des centres, former des contrôleurs, mettre en place des équipements et même définir avec précision quelle sera la nature des contrôles. En clair, on fait beaucoup de bruit pour annoncer le contrôle technique des deux roues en octobre, alors qu'il y a toutes les chances pour que la date du 1er janvier 2023 soit conservée. La profession va d'ailleurs faire un point avec le nouveau ministre des Transports et nous en parlerons prochainement. Et c'est aussi d'ailleurs la grande pagaille au niveau de la future norme anti-pollution Euro 7. Oui, ça fait déjà quelques années qu'il y a beaucoup à redire sur les normes anti-pollution européennes. Tout d'abord, elles ont été facilement contournées par les constructeurs, comme l'a démontré le Dieselgate. Elles n'ont également pas cessé de prendre du retard. La nouvelle norme qui s'appelle Euro 7 aurait dû être adoptée en 2021 pour une application en 2025. Elle prévoit une baisse drastique des émissions de NOx et de particules fines, mais aussi la prise en compte de nouveaux polluants comme l'ammoniac ou le protoxyde d'azote. Or, elle n'entrera en vigueur au plus tôt qu'en 2028, une sorte de pétard mouillé si l'Europe maintient l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Une interdiction qui paraît de toute façon de plus en plus utopique à cause de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine. Enfin bref, ça a rebattu les cartes. Et avouez que mettre en place une nouvelle norme anti-pollution pour 4-5 ans, enfin peut-être un peu plus, à mon avis il y aura du retard, mais pour 7 ans maximum, c'est complètement stupide. Ouais, surtout que ça va être une norme anti-pollution, donc il y aura des malus de plus en plus, etc. De nouveau, qui c'est qui va payer ? Non, là on va prendre en compte vraiment, c'est la norme Euro 7 aurait dû en fait entrer en vigueur il y a 15 ans. Ouais, bon. Voilà. Merci l'ami Jean-Luc. Merci Dame Laurence. On se retrouve samedi prochain. Week-end prochain. Oui. Ouais. Quant à vous, vous restez évidemment sur l'antenne de Sud Radio. À savoir que dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe d'Alain Marty et Invino qui reçoivent aujourd'hui Michael Alborghetti, qui est un jeune homme à Bordeaux qui a monté une grande société qui s'appelle Ethic Drink pour que tous ceux qui travaillent les vins soient le plus éthiques possible. Et puis quant à moi, je vous retrouve toujours dans Invino demain avec mon rendez-vous Un vin, une émotion. Et c'est Yvan Cassard. Je pensais que Ethic Drink, c'est qu'on avait des tics quand on buvait. Non, ça c'est nous deux. D'accord. C'est qu'on n'aime pas quand notre verre est vide. Donc le tic, c'est de le remplir. Avec modération, évidemment. Allez, bon week-end à tous. Vous avez rendez-vous avec le rugby aussi. À partir de 15h, Sud Radio Rugby. Alexandre Priam vous accompagne pour l'avant-dernière journée du Top 14.
Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.